the IPB, the African Working Group of the IPB, and the Bureau of African Peace and other African partners. And the theme of this webinar is climate. Okay, starting. So the question here is, what does climate change mean to Africa? Climate change would increasingly impact Africa due to most factors. These impacts are already being felt and would increase in magnitude if action is not being taken to reduce global carbon emissions. The impacts include higher temperatures, droughts, changing of rainfall patterns, and increase in climate variability. We have some causes of climate change in Africa. And the first one, we have generation of electricity, cutting down of trees, transportations, and productions. These emissions are mostly from the energy sector, an integral component of many Middle Eastern and Northern African economies due to the extensive oil and natural gas reserves that are found within the region. The region of Middle East is one of the most vulnerable to climate change. We have some effects of climate change in Africa, which is food insecurity, increased drought, global warming, and poverty. Climate change threatens the lives and livelihoods of Africans. That's over 100 million in extreme poverty. Global warming is expected to melt Africa's remaining glaciers in the next few decades. And the reduction in water essential to agricultural production will create food insecurity, poverty, and population displacement. Then finally, we have a few solutions to climate change in Africa, which is investing into renewable energy, planting of trees, waste management and recycling. Then we have the sea and ocean preservation. Solutions to global warming in Africa include effective land and use planning to avoid forest degradation, developing renewable energy and limiting the expansion of coal-fired power plants. In conclusion, we say currently Africa is warming faster than the rest of the world on average. Large portions of the continent may become uninhabitable as a result of the rapid effects to climate change, which would have disastrous effects on human health, food security, and poverty. So let's all come together to contribute towards the mitigation of climate change in Africa. Thank you. Hello. Hey. Can you hear me? Hello. Yes, Mia, can you hear me? Yes. I'm getting you. And so we move to the next speaker. Can you introduce the next speaker first? Yes, our next speaker is Victorien, and he's a French-speaking speaker. So we will be putting the English PDF version of the presentation. We'll put both French and English in the chat, so it's accessible to everybody.
Hello? Hello? Yeah, we can hear you. Euh, je dois parler maintenant? Oui, Ah, merci. merci. Donc, demande à Gibson de partager le PowerPoint en anglais parce que moi, c'est pour moi en français, je vais faire. Il faut- On va faire ça maintenant. C'est compris. Donc, Dans le chat. partager l'anglais. D'accord. Donc, je peux commencer maintenant? Oui. Merci. Donc, encore une fois, bonjour et bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Ntaye Aka Victorien, le président du réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire, appelé également WANSA, qui est un réseau ouest-africain qui lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes. Et cet après-midi, il m'a été demandé de me prononcer sur le sous-thème suivant: conséquences environnementales et agricoles. Rôle des pays africains industriels pour remplir leurs obligations. Le rôle des pays africains industriels pour remplir leurs obligations. Et ce sous-thème est tiré du grand thème changement climatique et conflit en Afrique. Et ce panel dont je participe et que je tiens à remercier d'abord le Bureau africain de la paix ou bien à la paix, IPB Afrique, également IPB Berlin pour m'avoir associé à ce panel. Et mon intervention s'articule autour des points suivants. J'aurai un contexte à présenter. Après le contexte, je vais vous présenter brièvement ma structure Razala au Côte d'Ivoire. Après ma structure Razala au Côte d'Ivoire, je vais faire quelques définitions des thèmes qui me sont proposés. Après quoi, je ferai les conséquences, je présenterai les conséquences environnementales et agricoles. Et à la suite de ça, je donnerai le rôle des pays africains industriels pour remplir leurs obligations. Enfin, je ferai des recommandations et je terminerai par une conclusion. Donc, pour ce qui est du contexte dont je présente, selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, appelé GIEC, le dérèglement du climat pourrait induire une baisse du PIB. PIB, c'est le produit intérieur brut du continent africain de l'ordre de 2 à 4% d'ici 2040 et entre 10 et 25% d'ici 2100. Et pour cela, les secteurs les plus touchés, qui seront plus touchés, seront le secteur de l'agriculture et les industries extractives, qui seront les secteurs les plus vulnérables en quelque sorte. Également, comprenez que l'industrie extractive, ce sont les industries du minerai qui exploitent le sous-sol, les ressources naturelles. Et également, il faut noter que les émissions mondiales de carbone, de l'Afrique est en hausse de 5% environ. Pour tout ce qui est produit dans le monde entier, l'Afrique en est uniquement que 5%. Également, l'expansion des crises politiques, sociales, militaires, ainsi que des conflits communautaires dans les diverses régions sont beaucoup visibles en Afrique. Et enfin, le changement radical du climat et la destruction à grande échelle de l'environnement est aussi un grand facteur relevé au niveau de l'Afrique. Pour ce qui est de la présentation du Razala au Côte d'Ivoire, qui est ma structure, le réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire, sachez que le Razalao a été mis sur pied le 21 juillet 2007. Il compte à son sein 23 organisations de la société civile.
Son domaine d'intervention les domaines d'intervention sont les suivants: la sécurité humaine, le contrôle des armes, la cohésion sociale, les droits humains, les droits de l'homme et la paix. Le Razalao a pour première mission de contribuer à l'avènement d'un environnement sécurisé, paisible, propice au développement en Côte d'Ivoire. Et sa vision, c'est de faire du Razalao un réseau dynamique professionnel engagé aux côtés de l'État et des communautés en vue d'apporter le bien-être au sein de ces communautés. Comme la deuxième partie, le point 2, définition des thèmes. Et pour moi, il est important de définir conséquences environnementales et agricoles. Et cette définition est tirée du dictionnaire sur l'environnement. Et le dictionnaire sur l'environnement dit que les conséquences, d'abord, le changement climatique produit des effets néfastes graves sur l'environnement, notamment la pollution et la dégradation des sols, de l'eau, de l'air, qui entraînent une faible production agricole. Donc, pour nous, voici les conséquences environnementales et agricoles que nous pouvons définir par le changement climatique qui est produit des effets néfastes. Également, les produits industriels, et disons les pays industriels. Un pays industriel est un pays dans lequel l'industrie occupe traditionnellement la première place dans la production nationale. Et le terme pays industriel est beaucoup utilisé pour désigner des pays à revenus élevés. Cela est tiré d'une source de la Banque mondiale. Et rôle des pays africains industriels. Pour moi, le rôle, c'est l'action des pays africains industriels pour contribuer à la résilience des pays africains non industriels. Et leur obligation, c'est évidemment les responsabilités vis-à-vis des pays non industriels. Voici, en quelque sorte, les thèmes qui me sont proposés dans mon sous-thème que je viens de définir. Et je passerai au point 3, qui est le point réservé aux conséquences environnementales et agricoles. Pour nous, à ce point, nous pouvons noter dans un premier temps de nombreuses preuves et données indiquent que le climat en Afrique est déjà en train de changer le coût de l'environnement et de la productivité agricole. Donc, d'abord, il y a plusieurs écrits, les preuves qui sont disponibles, des données qui sont disponibles qui indiquent que le climat en Afrique est déjà en train de changer le coût de l'environnement et de la productivité. C'est-à-dire, nous enregistrons la baisse de la productivité, de la productivité. Et cela se traduit par l'augmentation de la probabilité de certains types d'événements extrêmes, notamment les incendies de forêt, nous avons les inondations, nous avons les pluies diluviennes, l'avancée de la sécheresse qui est beaucoup périodique et également des déficits d'humidité du sol. À cela, il faut également ajouter la période de pointe saisonnière des écoulements fluviaux, des températures variantes, des saisons très changeantes et également à cela, il faut associer la famine qui sévit, l'instabilité de l'autosuffisance alimentaire qui est présente sur le continent africain dans presque tous les pays, également la recherche de terres cultivables par les agriculteurs, mais également par les éleveurs pour faire paître les bêtes. Il y a également la productivité, la production qui est aux arrêts. Dans certains pays en Afrique, nous avons un problème de production. Plusieurs productions ne peuvent plus être développées. On ne peut plus faire la production de certaines cultures dans certains pays de l'Afrique. Également, nous avons les conflits fonciers et communautaires de plus en plus fréquents qui sont une source d'instabilité des États africains. Et également, nous parlons de perte des capitaux de l'État.
et un frein à la croissance économique, un autre frein à l'état de droit. Parce que avec le changement climatique, nous avons l'État qui paie beaucoup dans la productivité, également la croissance économique se voit affectée, mais aussi l'état de droit parce que les populations, les communautés, avec le manque de terres cultivables, défient de plus en plus les autorités parce qu'ils ont besoin de se déplacer, pouvoir trouver mieux ailleurs. Donc, tout ce qui vont être mis en place par les autorités ne sont pas véritablement respectés par ces communautés. Également, au point des conséquences environnementales et agricoles, il faut noter le nombre croissant des déplacés, des réfugiés, des disparus et des morts, ainsi que la destruction des biens matériels. Vous voyez un peu dans ces derniers temps, au niveau du Nigeria, il y a eu une forte pluie qui a décimé plus de 300 personnes. Plus de 300 personnes qui ont été tuées par cette forte pluie. Il y a plein d'infrastructures qui ont été détruites. Également, vous avez l'insécurité grandissante, les conflits fonciers que je viens de citer tantôt avec le conflit communautaire, mais également la destruction de la faune, de la flore et de l'environnement. Mais à cela est accompagné également par le trafic illicite de tout genre. Vous avez, dans ces moments difficiles, il y a encore le trafic qui est développé à côté parce que beaucoup veulent quitter leur terre sèche qui ne produit plus pour aller chercher un bien-être dans un autre pays. Donc, il y a beaucoup de trafic de tout genre qui se passe à ce niveau. Et également, certains veulent aller en Europe, donc vous-même, vous comprenez, avec la traversée de la mer, avec les pertes en vie humaine. Chaque jour, on nous relève cela dans les médias. En plus de cela, il faut ajouter l'occupation illicite des localités, l'atteinte des droits de l'homme, la violation des droits de l'homme et la mise à mal de la démocratie. Parce que le changement climatique aussi affecte la démocratie, parce qu'ils apportent un déséquilibre des régions et cela est ressenti par les différentes populations de part et d'autre qui veulent un changement pour que les régions aussi soient mieux traitées dans ce sens. Mais également la sécheresse qui est prolongée, vagues de chaleur fréquentes, également des acidifications rampantes, tempêtes dévastatrices, perturbations des précipitations, montée des océans. Aujourd'hui, la plupart des gens en Afrique qui sont sur les côtières sud, sur les océans, ont un problème parce qu'il y a une montée des océans. Donc, les océans sont en train de repousser les terres fermes pour pouvoir s'installer. Donc, il y a beaucoup d'érosion à ce niveau qui est signalée au niveau de nos côtières. Au point 4, j'ai intitulé le rôle des pays africains industriels pour remplir leurs obligations. Et à cela, les pays africains industriels doivent, pour remplir leurs obligations, doivent assurer une responsabilité historique. Certains pays d'Afrique se sont réunis au Sénégal et à cette réunion, ils ont interpellé les pays industriels d'assurer une responsabilité historique qui leur permettra aussi d'accompagner les pays non industrialisés à être résilients à tout ce qui pourrait être changement climatique à leur niveau. Donc, pour pouvoir se préparer ou encore pouvoir affronter ce changement climatique. À cela, il faut ajouter, joindre au programme pour l'accès pour l'accélération de l'adaptation en Afrique. Les pairs africains, les présidents africains ont mis en place un programme qu'ils ont appelé programme pour l'accélération de l'adaptation de l'Afrique. L'Afrique à tout ce qui est changement climatique. Donc, pour que, disons, le rôle même des
les pays africains industriels pour remplir leurs obligations. Il faut que ces pays viennent accompagner le programme pour l'accélération de l'adaptation de l'Afrique. Et ce programme est très allégeant, il a été concocté par plusieurs présidents de l'Afrique. Également, il faut que ces pays industriels accompagnent l'autonomisation des femmes, des jeunes en faveur de l'entrepreneuriat et de la création d'emplois liés à la résilience contre le changement climatique. Certains ont appelé ça un revenu vert. Donc, ce revenu vert, il faut que ces pays industrialisés puissent accompagner ces revenus verts au niveau des femmes, des jeunes. Également, promouvoir une responsabilité sociétale au sein des entreprises. Permettre à chaque entreprise de développer une responsabilité sociétale, c'est-à-dire mettre les sociétés, les communautés, les personnes travaillant au sein de l'entreprise au sein même de leur politique, au cœur de leur politique pour pouvoir les accompagner, pouvoir les associer leurs familles. Également, intégrer volontairement des préoccupations sociales et environnementales à leur activité commerciale et leurs relations avec les parties prenantes. Donc, c'est également une manière d'encourager les pays industriels à intégrer volontairement des préoccupations sociétales, environnementales à leur activité commerciale et leurs relations avec les parties prenantes, mais aussi contribuer aux enjeux du développement durable. Aujourd'hui, nous avons les ODD qui sont les objectifs de développement durable. Il faut que les pays industriels puissent accompagner ou encore contribuer à ces enjeux-là. Et je suis sur le point 5, le grand 5, qui sont les recommandations pour une résilience de l'Afrique contre le changement climatique. Et pour nous, pour que l'Afrique puisse être résiliente contre le changement climatique, il faut d'abord une implication davantage des communautés, les organisations de la société civile, à la recherche de solutions à travers leur contribution à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi et évaluation des politiques publiques sur le changement climatique, notamment les programmes de reboisement, notamment les programmes de prise en compte du genre ou encore de l'entrepreneuriat au niveau de la jeunesse des femmes. Également, il faut qu'il y ait une vulgarisation et une concrétisation du programme d'accélération de l'adaptation de l'Afrique. Et ce programme a pour objectif de mobiliser 25 milliards de dollars pour accélérer le développement des mesures d'adaptation au changement climatique à travers l'Afrique. Pour nous, il faut que cette recommandation soit réelle, ce programme soit effectif et soit mis en œuvre dans tous les pays de l'Afrique. Cela aidera l'Afrique à être résiliente contre le changement climatique. Également, nous avons ajouté l'utilisation des solutions fondées sur la nature, sur la transition énergétique, un cadre de transparence amélioré, le transfert de technologies et le financement de la lutte contre le changement climatique. Il faut que l'Afrique puisse intégrer cela. Et pour les dernières recommandations, appeler les pays africains industriels à assurer effectivement une responsabilité historique et à se joindre ensemble au programme pour l'accélération de l'adaptation en Afrique et l'autonomisation en faveur de l'entrepreneuriat et de la création d'emplois liés à la résilience et contre le changement climatique, mais également intégrer et encourager les initiatives financières innovantes pour l'Afrique
qui vise à contribuer et qui vise à combler les déficits de financement en matière d'adaptation, à améliorer l'accès au financement existant et à mobiliser de nouveaux investissements publics et privés en faveur de l'adaptation climatique. Et enfin, encourager le transfert de la technologie des pays africains industriels vers les pays non industriels. Donc, c'est très important. Il faut que cette technologie des pays industriels soit transmise aux pays non industriels pour leur permettre aussi de pouvoir se développer, pour pouvoir faire la transformation de leurs matières premières, pour aider à créer plus d'emplois sur place. Et enfin, pour ce qui est de notre conclusion, nous disons que l'Afrique a une occasion unique de faire progresser son développement de manière exceptionnelle si elle investit à présent dans un avenir adapté au climat et basé sur une très bonne compréhension des risques liés au changement climatique pour apporter des solutions qui offrent une place centrale à la nature et aux populations. Et enfin, la prévention et la lutte contre les conflits, les défis sécuritaires sont des actions inscrites dans le temps. C'est pourquoi nous encourageons toutes les parties prenantes à une synergie d'action. Sur ce, je vous remercie pour l'écoute. Chez nous, au Razalao, nous disons souvent des vœux, contrôlons les âmes. Je vous remercie à nouveau. Hello. Merci beaucoup. Thank you for that. From Ente Victorienne, the head of the West Africa Action Network on Small Arms, Côte d'Ivoire section. I forgot to mention his formal title before he spoke. And now I would like to welcome Baroness Deon Akor Adunovo, who is an IPB council member, and she's the founder and leader of the International Education Connect Agency, as well as founder and leader of the Feeding Hands Ministry in Zoe's Trust, a non-governmental organization that supports villages in Ghana with food, water, and clothes. Baroness? I think you're muted, Baroness. Okay. Hello. How are you, Mia? I'm doing well. Okay. Reiner is saying hello. So we are going to post the PDF of your translated presentation in the chat room for others to see. Yeah. Okay. Hello, everybody. Thank you for the introduction, Mia. Let me go straight into my presentation, and I'm going to read, and it's the consequences of Ukraine war on climate change. War is an intense armed conflict between states, governments, ruling powers, tribes, societies, or paramilitary groups, such as mercenaries, insurgents, and militia. On the 24th day of February 2022, Russia launched a full-scale invasion on Ukraine, which has resulted in tens of thousands of deaths on both sides, and also caused Europe's refugee crisis to escalate since the Second World War. There is an estimated 8 million people displaced within the country, as well as another 7.7 million Ukrainians that have fled their country as at present. About 8 months after the war, there is currently no end in sight as Ukraine intensifies its campaign to retake the occupied territories. This crisis has shaken the existing international order, raised the scepter of famine in the poorer parts of the world, and has triggered a short-term spike in oil and gas prices. More importantly,
another global challenge is severely threatening the very existence of humanity. Widespread and rapid climate change has been an opposition to the development of human society for decades, and this has intensified ever since. Just this past summer, a savagely fierce heat wave hit Europe, causing drought with fires and many heat-related deaths. The highest temperature in Europe, which was recorded in Portugal, was 47 degrees Celsius. That is 116 degrees Fahrenheit. This increasing frequency and severity of heat wave is an indication of intense climate change that is irreversibly accelerating sea level rise, bringing more frequent extreme weather and worsening food and water scarcity. In reality, and worst of all, the war in Ukraine could seriously affect our current efforts to combat climate change while altering long-term action plans. The carbon pollution in military invasion. This war or crisis has led to massive destruction, death, widespread suffering, but its impact on climate and environment is just incomprehensible. Military activity has significant impact on the environment and social environment. Billions of US dollars is spent on tanks, guns, and ammunition, support trucks and jet fighters, all involved in these crises. These consume huge amounts of fuel, resulting in the extensive production of greenhouse gases not measurable and intentionally overlooked, contributing to anthropogenic climate change, pollution that causes a resource depletion, among other environmental impacts. Greenhouse gas emissions from military operations are beyond our imagination. The Brown University estimated US military operations have caused 1.2 billion metric tons of greenhouse gas emissions since 2001 invasion of Afghanistan and until 2018. This is equivalent to the annual emission of 257 million passenger vehicles, which is more than double the number of cars on the roads in the United States of America. Also, according to a study published by the Left Group in the European Parliament, the EU's military sector had an annual footprint equivalent to 14 million cars in the 2019, before the outbreak of the war in Ukraine. Emissions in peacetime, the war in Ukraine will only be much, much higher. These figures can only inform us about the amount of energy consumed and amount of carbon generated by the entire US and EU military operations. But it is not possible to attempt an accurate estimate of the climate impact of the war in Ukraine because the military equipment used in all these instances are different. The Russian-Ukraine war, the urgent need for energy led in the Russian-Ukraine war, the urgent need for energy led the EU to move contrary to green because in the Eurozone, gas became 6 times more expensive than the pre-pandemic era due to acute energy shortage. These high prices have forced European countries to turn back to coal, which is cheaper and not monopolized by Russia, despite the fact that coal combustion releases significantly more greenhouse gases. The surge in Europe
The surge in Europe's demand for coal is putting additional pressure on coal-producing countries like Australia and Indonesia, which are about to reach their export peak now. But in all of this, the Ukraine war and its related effect on energy crisis should rather have served a launching pad for us to accelerate the world's call for green transformation, because the long-term solution will be to advance development and expansion of renewable energy, such as wind and solar, instead of hurriedly moving back into the use of fossil fuel or energy. In this situation, the 1.5 degrees Celsius stated goal for limiting global warming in accordance with the Paris Agreement is being jeopardized and will totally be unattainable. The situation in Africa is much worse, as high fuel and energy prices, including domestic gas, LPG, have equally led to the surge in the demand for charcoal, which is about 150 times cheaper than gas. In Ghana and Africa, we are losing all our forest reserves to agricultural expansion and wood extraction, such as logging or wood harvesting for domestic fuel or charcoal, and infrastructure expansion without any planning, such as road construction and urbanization. This is a cause of climate change, resulting in desertification, soil erosion, fewer crops, low harvest, flooding, increased greenhouse gases in the atmosphere, and a myriad of socio-economic problems for the indigenes of Africa. Human lives, livestock, and livelihoods are also threatened. The result of the high demand for fossil fuel now, or charcoal, is deforestation, which leads to high temperatures, drying up our lands and water bodies, causing droughts and famine, which is associated to increased hunger and poverty. In conclusion, the Russia-Ukraine war seems to have no possible end in sight, has not only brought destruction and loss of lives and property to Ukraine, but has indeed cast a dark shadow over the whole world. Its related energy crisis also disrupted the planned global energy transition. The world is still looking for solutions to address these crises in a sustainable manner so as to reduce the harsh consequences of this war. We still hope and pray that the G20 and allied groups will help countries reach a peaceful understanding and develop a new roadmap on global climate action in this Russia-Ukraine war, and especially our post-pandemic era. Thank you very much. Thank you, Baroness. I think the way you summed that up was kind of a great ending of that the world is still looking for solutions to some of these consequences, which highlights the need for a continuous discussion on these sort of topics. I want to thank you all for coming and for presenting. It seems that our third planned speaker is not able to attend. We're going to try to contact him and possibly circulate what he had prepared. And we'll keep note of who attended so we can circulate that for anyone interested. It was Dr. Odoye Matthew Amale, Head of Department of International Relations and Diplomacy from Nigeria. So unfortunately, he could not attend. I hope the two presentations, though, were insightful and garnered some interest. We heard from Victorian about some of the general devastation of climate change to Africa, and he provided some really insightful recommendations on how to confront them, such as education, informing the youth, encouraging more civil society organizations to get involved in policy, energy transition,
And of course, Baroness was a good follow-up to that presentation, calling for more solutions and more kind of advocacy and how and why we need to keep discussing these consequences. Specifically, the war in Ukraine was her focus. So that leaves, of course, this open for maybe a follow-up event of some sort, webinar discussion. There's always room for continuous talk on these sort of topics. So if there's any, before we end, if there's any questions remaining to ask the two speakers, that's absolutely possible, either in the chat or you can unmute yourself. And Ali and I will do our best to translate. Reiner, go ahead. First of all, thanks to the both speakers. This was really very helpful in aligning how important it is to talk about this topic. I have one question to Victorian. In his presentation, he is speaking about the industrialized countries of Africa. Can you a little bit explain which countries he mean and which are the criteria for industrialization of a country in Africa? Definitely, I think it must be other criteria than we have for industrialized countries in Europe. But maybe this is important because, you know, from the industrialization, there is a big impact on climate change and climate development. So can I ask him, please, to explain this a little bit to us? Alors, je commence, Ali. Victorien? Bonjour. Ah oui, perfect. Victorien, il y a une question dans le chat. Reiner, les pays industrialisés. Perhaps he's, I don't know. Bonjour. Victorienne, vous êtes ici? Allô? Allô, tu m'entends? Oui, bonjour. Bonjour. Donc, Reiner a une question. Les pays industriels, vous pouvez Je l'ai mis préciser dans le chat. quels pays et quels sont? Je m'excuse pour les erreurs. Oui. Orthographe. Et il parle de pays industriels, si on peut préciser au niveau d'Afrique. OK. Vraiment, et je ne pourrais dire beaucoup de choses sur ça parce que pour nous, les pays industriels en Afrique sont les pays qui ont un revenu élevé. Donc, quand vous prenez les pays industriels, très souvent, sont des pays qui viennent du nord. Les pays tels que le Maroc, l'Égypte, comment on appelle la Tunisie. Pour nous en Afrique, les pays maghrébiens sont les pays industriels. Les pays industriels. Aussi, il faut ajouter, c'est vrai, l'Afrique du Sud et à un degré près, le Nigeria, mais avec sa démographie, on ne peut pas trop parler du Nigeria. Donc, en quelque sorte, les pays industriels au niveau de l'Afrique sont plus au nord, ce sont les pays maghrébiens. Et à cela, il faut ajouter l'Afrique du Sud. C'est un peu ce qu'on peut dire à ce niveau, mais les recherches pourront nous permettre encore de sortir les différents critères qui font d'un pays africain un pays industriel. Merci, Victorienne. Yeah, you know, thank you, Victorian. I think this was really very helpful. But again, I think we have to decide, we have to think incomparable to Europe. Are these really industrialized countries? Or are only these are a part
where mainly the first industrial development for products will be done, which at the end, the products will be finished in Europe and will be also sold in Europe. So there is also in this chain of production, there is also a start point for the production, which is misusing that in Africa are really cheap working places and work is really cheap. Alors, Victorien, Oui. les questions est par rapport à l'Europe. Mhm. C'est les pays industrialisés en Afrique plus alors la même industrialisé. Je pense que Ali est oui, un moment. En fait, pour ce qui est des pays industrialisés, pour nous, Ouais. pas les pays industrialisés, on dit les pays industriels. Les pays industriels, pour nous, c'est les pays qui ont l'industrie comme traditionnellement la première place dans leur production nationale. C'est-à-dire, l'industrie représente la première place dans leur production nationale. On connaît un peu les pays africains. Est-ce que nous sommes des pays industriels? Parce que nous, l'industrie n'occupe pas la première place. Nous avons un souci de transformation de nos industries. On n'a pas assez d'entreprises pour pouvoir transformer nos matières premières même sur place. On fait plus de l'importation, faire rentrer de l'importation, c'est ça, non? Donc, pour nous, les pays industrialisés, quand vous regardez industriels, il y a les pays industrialisés, puis il y a les pays industriels. Les pays industriels, comme je l'ai dit, c'est, comment on appelle, l'industrie qui occupe la première place dans la production nationale. C'est-à-dire, quand on fait comment on appelle, le produit intérieur brut, et la plupart doivent être alimentés à peut-être 90% par la production industrielle. C'est un peu ça. Donc, pour nous, les pays qui peuvent atteindre ce niveau, qui peuvent être dans ces catégories, sont plus les pays maghrébiens et aussi à un degré près l'Afrique du Sud, qui font beaucoup de transformations sur place, qui transforment tout, qui ont une technologie bien adaptée, qui font tout sur place. Quand vous prenez le pays comme la Côte d'Ivoire, vous avez notre agriculture, la plupart de nos matières premières sont allées vers, on apporte ça vers l'extérieur. Donc, l'exportation, comment on appelle, occupe une grande partie pour nous, l'exportation. Parce que quand tu prends le café, le cacao, quand vous prenez même notre sous-sol, la plupart, on n'a même pas des entreprises appropriées pour transformer tout ça sur place. Donc, on ne peut pas être parmi les pays industriels. Pour nous, il faut que nous tendons vers ces pays à travers le transfert de la technologie. Il faut qu'on ait ce transfert de la technologie sur place pour pouvoir transformer tout ça. Yeah, so we're speaking of these industrialized countries that are kind of holding the top places of production within the continent, if I'm understanding correctly. And also like the transfer of technology as well. So these countries that are capable of high production and transfer. And of course, industrialized countries have different meanings within Europe and within Africa, and might not be the same for me as it is for somebody. Yeah. If I understood correctly, it's what I gathered. Yeah. Yeah. Merci, Victorien. Mm-hmm. Merci. If there are no more questions, that might be it for today. Thank you again for our speakers and for those listening. Good educational sort of spread of information, I would say. And thank you, Ernest, of course, for providing a good introduction. Yeah.
Thank you so much for the support as well, and all of you coming on board. And I think the next we are also looking at how to organize a physical program, especially on climate change and common security. So we can have that discussion later to see how best we can get through it. Yeah. Yes, definitely. Okay, well, that's about it. Thank you everyone for coming. Thank you. Mia, Yes, who said how that? you Ah, doing? Tyson. How you doing? Good, how are you? I'm okay. Can we meet right after this webinar? Yes, we can do that. Reiner might not be able to come, but that's okay. We can just quickly go over stuff and I'll tell him everything. I mean, Sean, not Reiner, sorry, Sean. Let's see. This, you know what, Tyson? If you Hello? don't mind, do you mind? I sent the link into your email with a different link. Would you mind? We can meet in 5 minutes at Yeah. that link. Is that okay? Yes, it's okay. Okay, It's I'll okay. see you in 5 minutes in that room. Okay. Perfect. All right, Mia. So we talk later. Yeah. Have a blessed day. We can talk for 5 minutes right now if there's something. Oh, okay. Yeah. No problem. Yeah, it's okay. So how do you say it? How do I think How it went? do you see Bye, the Mia. webinar? Hello? Oh, Baroness is saying hello. Bye. Oh, bye. Okay. So I'm asking, how do you see the presentation? Here I'm trying to, let's see, can I? Yeah, I think it went well. I think I'm just making sure Victoria knows he doesn't have to say, yeah. I think it went well, and it's a shame, of course, that the third person couldn't attend, but Yeah. I understand that happens. Okay. I'm talking to Ernest now, no problem. And yeah, what do you think? I mean, I think Yeah. of course it was difficult to follow along with Victoria and You know, so the previous ones we used to have, what we do is to rather minimize the time of the speakers. So when we minimize it, yeah, so if each speaker is having, let's say 12 minutes, then we limit it to probably 7 minutes. yeah. So to speak briefly, then we have an interpreter who rather interprets directly. So it makes it Yes. easier for everyone else to understand. Yes. Sure. Yeah. So so like I mentioned, we are looking at organizing some other programs, but physically. And so I will put together a few things and I will share with you. Yes, So we will please. have on that. So we see how best we can get through it. Perfect. Yeah. Yeah. All right. Yeah, So, that's great. So let me leave you to take care of other things, then I'll get in touch with you soon. Yes, of course. Feel free to text me or email me, either one. Sure. Bye, Ernest. Have a Thank blessed you. day. Bye. Bye.